Bonjour à tous. Donc, cette fois-ci, nous sommes bien à l'heure. Il est 12h30. Pour ceux qui sont déjà présents, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Donc, on patiente encore quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Et en attendant, vous pouvez me dire également où est-ce que vous avez connu ce live, comment est-ce que vous l'avez connu. Ça m'intéresserait de savoir par où est-ce que vous êtes passé. Donc, on va en parler juste après. Quel est le but de ce live? En attendant, préparez quand même vos questions. Si vous avez des interrogations, des sujets qui sont autour de la technique, préparez-les. Alors d'ailleurs, préparez-les sous format textuel, puisqu'on n'a pas la possibilité d'activer l'audio, donc ça va se passer uniquement via le chat. Donc parfois, de donner un peu de contexte, ça prend du temps, donc préparez-le dans un bloc-notes à côté, puis vous le collerez dans le chat un peu plus tard. Le replay sera disponible à la fin, donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous via LinkedIn, vous allez pouvoir revisionner cette vidéo et donc voir tous les sujets qu'on a abordés. Allez, je patiente encore quelques instants et on va attaquer. Et si vous avez des questions, des choses à dire dans le chat, allez-y. Ça peut être le moment de les poser. Donc c'est le deuxième live. J'ai fait une petite pause pendant les fêtes pour revenir avec des nouvelles idées, avec plein d'énergie. J'espère que vous, c'est également le cas. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2026, que tous vos projets puissent se réaliser, aussi bien côté pro que perso, et que cette année soit à la hauteur de vos attentes. Allez, on va attaquer, puisque ce live dure 30 minutes, c'est court, ça passe vite. Donc, attaquons directement sur les premiers slides. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, donc Mentor Time, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous que j'ai planifié tous les vendredis à 12h30, où on va passer une demi-heure ensemble, une demi-heure à partager des problématiques, des sujets que vous avez envie d'évoquer, des questions, que ce soit orienté sur le code, sur l'architecture, sur les design patterns, tout ce que vous voulez, du moment qu'il y a un lien avec la programmation, je serais ravi de pouvoir entendre votre avis, vos questions, vos suggestions. Comme je disais en introduction, l'idéal est de venir avec vos questions préparées, puisqu'on gagnera du temps. Vous aurez juste à les copier-coller dans le texte, dans les commentaires du chat, et on pourra directement enchaîner sur ces problématiques-là. Si toutefois vous n'avez pas de problématiques, c'est pas grave, elles peuvent venir au fil de la discussion, ou alors vous pourrez échanger avec les personnes qui viennent, eux, avec des problématiques. Alors moi, c'est David, je suis dev web, spécialisé dans ce domaine-là, et plus particulièrement sur le langage Python. Je suis freelance depuis 8 ans. Mes activités vont être principalement orientées autour de la programmation. Donc, je vais faire des missions chez le client, ce qu'on appelle en régie. Je fais également des audits sur des applications, également des POC ou MVP en fonction des demandes de clients, et également du mentorat. Et pour cette partie-là, on en parlera un petit peu plus à la fin. Donc là, on passe direct au sujet le plus important. La raison pour laquelle vous êtes venu, c'est les questions que vous avez, les suggestions. Donc ça peut être un sujet avec lequel vous avez une problématique au quotidien. Lorsque vous développez, vous vous rendez compte que vous avez un point qui vous bloque, vous aimeriez avoir un avis sur un sujet particulier, vous
vous avez vraiment la libre parole de poser des questions, pourquoi pas aussi sur le recrutement. Peut-être que vous avez des problématiques sur recruter, comment est-ce qu'on passe un test technique. Je vous donnerai mon avis, et puis les autres membres de ce live pourront également partager leur point de vue. Donc là, je vous laisse quelques instants pour pouvoir rédiger votre demande, et on y répondra. N'ayez pas peur de poser une question. D'ailleurs, moi, le premier, j'aurais sûrement pas la réponse. Je vais vous évoquer des pistes de réflexion. Peut-être que j'ai cherché avec vous, trouver une solution. En tout cas, ça m'intéresse de connaître vos problématiques. Ça fait un sacré paquet d'années que je fais du développement, donc j'ai rencontré beaucoup de problématiques, et il y a de fortes chances que celle que vous rencontrez aujourd'hui, je l'ai déjà rencontrée. Donc factorisons tout ça, et si je peux vous faire gagner du temps, avec plaisir. On se donne encore 10-15 secondes. Et en attendant, moi je vous partagerai sinon mon point, tout au moins un sujet que j'ai préparé et qui pourrait déclencher des réactions. Je vous propose que je vous présente mon sujet. Mon sujet, ça va être de parler aujourd'hui sur le Makefile. Donc le Makefile, c'est quoi? C'est un fichier que l'on peut créer à la racine de notre projet qui aurait cette tête-là. Le Makefile est un fichier donc, qui s'appelle Makefile, comme il est inscrit en haut de ce slide, sans extension, avec un M majuscule. Et c'est un fichier qui est compris notamment sous Linux grâce au compilateur GCC. Donc c'est un usage un petit peu détourné que l'on fait pour pouvoir aller exécuter du shell, des commandes en fonction d'une seule et unique commande. Donc on verra la commande qu'on doit exécuter, mais vous pouvez voir ça comme des catégories, vous en avez 3. Vous avez la catégorie locale, la catégorie init et la catégorie clearlog. Donc chacune permet d'exécuter une action particulière. Par exemple, le local va vous permettre d'aller lancer votre fichier Docker Compose avec les différents services à l'intérieur. D'accord ? Donc, pourquoi c'est plus intéressant de lancer la commande qu'on verra juste après make local, c'est que c'est plus court et on n'a pas besoin de se préoccuper, par exemple, où est le fichier Docker Compose. Là, vous voyez, il n'est pas la racine du fichier. Par défaut, lorsqu'on fait un Docker Compose up, il va aller chercher le fichier dans le dossier où on exécute cette commande. Là, ce n'est pas le cas. Il faut se rappeler que c'est l'option F, il faut se rappeler où il est. Et encore, là, je n'ai pas d'autre option. On peut avoir aussi une multitude de commandes, c'est-à-dire que dans l'étape init, qui est en dessous, on voit que j'exécute 2 commandes, à la fois la création du dossier log et l'élévation de privilèges sur ce dossier. Donc là, on a 2 commandes à exécuter, on peut en avoir 3, 4, 10, 30, et ça, c'est assez intéressant. Ça permet également d'avoir dans le README de la documentation plus succincte, puisque si on imagine que le init est les étapes d'initialisation de votre projet en local, on n'a pas besoin d'aller lister les 5, 6, 8, 10 commandes dans le README, on met juste la commande make init et on sait que ça sera tout fait via cette commande-là. Alors l'avantage, notamment sur des environnements Linux, c'est qu'en fait, le compilateur GCC, il est tout le temps installé. Alors tout le temps. Moi, en tout cas, sur les OS que j'ai utilisés, à chaque fois, il était installé, donc il n'y a rien besoin d'installer. Et c'est très pratique, puisque quand on a un nouvel arrivant sur un projet, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse tout de suite démarrer. Et donc, faire un make init, il n'y a rien besoin d'installer comme outil auparavant, contrairement, par exemple, à un pré-commit. Si on voulait activer les règles de pré-commit, il faut d'abord installer la librairie pré-commit et ensuite faire un pré-commit install. Là, non, on n'a pas besoin d'installer GCC, il y est déjà. Alors, parfois, ce n'est pas installé, il faudra le faire. Mais moi, en tout cas, depuis de nombreuses années, je l'utilise et je n'ai jamais eu installé de librairie.
Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il est également compris sur Windows. Alors dernièrement, j'ai eu quelques soucis où j'ai dû installer une librairie pour pouvoir que ça soit compris sur Windows. Et je me rappelle, sur Windows 10, j'avais pas de problème, ça pouvait également marcher le Make Init sans installation de librairie auparavant. Donc là, vous pouvez mettre aussi des scripts shell, hein. On peut mettre des commandes Python, on peut mettre tout ce que vous voulez, et c'est là le plus intéressant. Vous avez une section tout en haut qui s'appelle Phony. Donc ça, c'est lié à la syntaxe du Makefile, où on va aller lister les différentes étapes par leur nom. Donc, vous voyez que j'ai répété local, init, clearlog, puisque quand on va lancer la commande, donc, que je vous ferai maintenant, make local, par défaut, make, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller essayer de trouver le dossier local. Et s'il ne le trouve pas, il vous met une erreur. Si je reviens sur le slide d'avant, le fait d'inscrire Phony local va permettre de dire à GCC, au compilateur, tout au moins à l'utilitaire make, d'aller ne pas vérifier que le dossier local existe, mais bien aller vérifier dans ce fichier Makefile que l'étape locale est présente et qu'il l'exécute. Donc ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier, sinon vous allez avoir pas mal de problèmes. Donc, vous l'avez vu, on fait un make local et on a la possibilité d'exécuter ces différentes commandes. Donc là, pour le local, il n'y en a qu'une, mais si on faisait make init, on exécuterait ces deux commandes avec la sortie console dans le terminal des résultats des différentes commandes. Là, par exemple, vous voyez qu'on demande les accès sudo, et bien, il faudrait que je saisisse mon mot de passe après avoir fait un make init. Donc j'utilise depuis de nombreuses années et ça me rend bien service, ça permet d'alléger mon README, ça me permet de centrer les différentes commandes que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous pouvez, vous, dans votre projet, avoir par exemple un dossier script qui représente des utilitaires pour pouvoir démarrer votre serveur de debug, pour pouvoir aller faire tout un tas d'actions qui sont des actions périphériques à l'usage de votre application, et on pourrait les répertorier dedans pour centraliser toutes ces commandes à un seul endroit. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez. Je serais intéressé d'avoir votre avis. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà utilisé. Peut-être que pour vous, ça a été un frein qui a eu des bugs, que ça ne répondait pas à votre besoin. Je serais intéressé d'avoir votre avis. Mais sachez que moi, dès que je démarre un nouveau projet, j'initie un Makefile qui, au début, est tout simple. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai repris un fichier que j'avais, moi, sur un de mes projets. Je l'ai mis ici, mais j'ai enlevé beaucoup de choses. Moi, des étapes, j'en ai en moyenne une quinzaine. La plupart du temps, mes étapes sont assez courtes. Au maximum, j'ai 4-5 commandes. Mais par contre, il y a quelque chose que moi, je rajoute. C'est ici, entre le shebang et Phony, eh ben, je vais mettre, par exemple, le chargement de mon fichier point, de mes variables d'environnement. Je vais peut-être ajouter aussi le chemin de mon dossier applicatif pour le mettre dans le Python Pass. Donc voilà, initialiser aussi d'autres variables d'environnement, comme j'ai perdu le nom de cette variable, mais pour pouvoir donner le nom de notre Docker Compose, de notre groupe de services, il y a une variable d'environnement qui existe, ça doit être Docker Compose Name. Là, je ne suis pas sûr à vérifier. Et ben, je la set directement dans mon Makefile. Comme ça, tout va bien. Tout est déjà préparé pour que votre environnement fonctionne et qu'on ait un minimum de choses à faire. Donc voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ces fameux Makefile et leur commande make quelque chose, le quelque chose étant le nom de l'étape que vous avez configurée dans votre fichier Makefile. Donc j'attends vos éventuels commentaires sur cette présentation ou alors peut-être sur des questions que vous aurez. Je vérifie. Pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Donc, a priori, ça veut dire que tout est clair, tout est bon, peut-être. Ou que vous étiez simplement curieux de venir voir ce que j'allais présenter sans forcément avoir de sujet. Comme je disais, je vous invite vraiment à venir avec vos sujets. D'une, parce qu'il y a de fortes chances que je puisse vous aider à, peut-être pas résoudre le problème, mais à vous donner une direction. Et puis en plus, on a cette chance de pouvoir, dans le développement, partager notre connaissance, de pouvoir essayer de s'entraider. Et moi, je le ferai avec plaisir.
Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que j'enchaîne et que je termine du coup sur la conclusion. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, d'élargir votre connaissance. Vous avez tout un tas de ressources sur Internet. Je ne vous apprends rien du tout. Je vous précise que mon blog rigodi.fr regorge d'articles où j'essaye de rentrer un peu plus dans le détail de certains aspects, de certains sujets. Donc, je publie une fois par mois un article un peu plus deep où je vais aller creuser sa compréhension. Le dernier étant sur les mixins. Donc, au mois de décembre, j'ai sorti un article qui explique comment est-ce qu'on utilise les mixins dans des applications Python et pourquoi le mixin, on l'utiliserait par rapport à l'héritage classique, par exemple. J'écris également des articles LinkedIn, je publie plutôt des posts LinkedIn où j'évoque des problématiques techniques ou des outils qui me paraissent intéressants. Je fais un partage sur mon quotidien. Et je suis également l'organisateur des meet-up Python sur Clermont-Ferrand. Si vous avez envie de découvrir des sujets, n'hésitez pas à venir. Si vous n'êtes pas de Clermont-Ferrand, ça va être compliqué, mais si vous l'êtes, pourquoi pas. Si vous avez aussi envie de speaker, vous avez un sujet, vous voulez présenter quelque chose pendant ce meet-up, je serai ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Et si toutefois vous avez poncé un petit peu toutes ces ressources, vous avez essayé de gratter, vous ne trouvez pas de solution, ben moi je peux vous proposer du mentorat, un accompagnement one-one, où on va se prendre 1 heure ensemble pour décortiquer votre problème. Donc en amont, prenons un rendez-vous pour vérifier que je puisse vous accompagner, bien entendu. Donc je pourrais vous accompagner sur des problématiques de développement, sur éponger votre technique, pouvoir être outillé quand on va démarrer une nouvelle application, peut-être mettre en place les bonnes pratiques, recruter également, un sujet sur lequel je peux vous accompagner, si c'est du recrutement technique, bien entendu, peut-être vous aider à faire les tests techniques, quelles sont selon moi les meilleures approches et comment détecter un bon profil. Tout ça, donc c'est possible à travers un accompagnement. Je poursuis le prix de lancement encore sur le mois de janvier à 150 €. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ce prix préférentiel. Pour ça, vous avez juste à me contacter en direct via LinkedIn. Vous m'envoyez un petit message en me disant « Je suis intéressé, je vous partage mon calendrier et on en discute ». Et comme ça, on va pouvoir travailler précisément sur votre problématique. Et si toutefois, vous n'avez pas forcément besoin de cet accompagnement, on se retrouve la semaine prochaine, donc sur la version 3, vendredi 16 janvier, toujours à la même heure, 12h30. Et venez bien avec vos questions, comme ça, cette fois, on pourra parler de vos problématiques. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, également encore une très bonne année 2026 et à bientôt.